Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, on va arrêter de jouer avec le tic-tac du clignotant. Je vais juste répondre à l'un d'entre vous à qui j'ai répondu, alors peut-être de façon un peu trop ironique, qui vous a peut-être un peu déplu, mais le fait de dire que je fais du copier-coller de BFM, j'ai envie de dire, alors après, dire que je suis vicieux, alors là je vais vous dire, ça me passe au-dessus de la tête, parce que si je devais prendre en considération les jugements de tous, forcément, comme je le dis d'ailleurs assez souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde, des gens peuvent avoir des avis différents. Le tout, c'est de savoir rester un petit peu correct. Et puis, si ce que je dis dans les vidéos, ça vous plaît pas, je vous oblige pas à les regarder. Bon, mis à part quand c'est du troll qui veut absolument commenter tout ce qu'il a besoin de commenter pour essayer de contredire, voire vous accuser de faire de la désinformation, de la fake news. Oh mon Dieu! Avez-vous votre certificat de Miniver? Non, alors désolé si je vous ai répondu de façon un petit peu ironique, parce que dire que je fais du copier-coller de BFM, mais BFM, attendez, je vais vous dire un truc sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que BFM et CNews sont antagonistes, alors qu'en réalité, absolument pas. Ils utilisent exactement le même fonds de commerce, c'est-à-dire la peur. Faire peur aux gens. Alors, d'une façon et d'un narratif avec une sémantique peut-être parfois un petit peu différente, avec des bases idéologiques différentes, mais, je rappelle, ce sont des chaînes de télévision qui appartiennent à des sociétés privées, et qui plus est, d'un côté c'est Monsieur Niel, de l'autre c'est Bolloré, et qui ont double objectif. Le premier, c'est évidemment un objectif lucratif, c'est-à-dire de faire de leur chaîne la première chaîne d'information pour ensuite mieux vendre de l'espace publicitaire et faire évidemment de la rentabilité, mais surtout d'avoir un outil de communication pour véhiculer en effet des valeurs, des principes, des mœurs, des idées. Alors, certains évidemment critiquent ce genre de concept, et à vrai dire, j'ai envie de dire, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, heureusement qu'il y a des gens pour critiquer, mais après, tout est une question d'argumentaire et puis aussi de prise de position, puisque des gens qui disent que CNews est une chaîne d'extrême droite, pas besoin d'aller chercher loin pour comprendre que ces gens sont des gens de gauche, ou s'estiment comme étant de gauche. Et vice-versa, j'ai envie de dire. Les gens qui sont plutôt conservateurs de droite, aujourd'hui, accuse France Inter, par exemple, d'être une radio, France Info, d'être une radio de gauche, détenue par des gauches. Le problème, c'est qu'évidemment, France Info et France Inter sont des réseaux de communication publics. Donc, ils sont censés avoir une certaine objectivité et ne pas faire du parti pris, ne pas faire de l'idéologie. Or, malheureusement, force est de constater que ces réseaux de communication en font. Et je dirais littéralement à donf. Donc, pour revenir à BFM TV, ce que dit BFM TV, c'est dans une optique de faire peur, dans une optique aussi de diviser les gens. Parce que quand on dit des énormités, quand on dit des conneries, quand on dit des outils de propagande, forcément qu'à un moment donné, ça éveille des animosités, ça éveille des curiosités, ça éveille des questions légitimes. Sauf que, évidemment, depuis la pandémie, force est de constater que on a mis un petit peu l'accélérateur sur la capacité à vouloir absolument dissuader l'opinion, dissuader l'auditoire, que ce qu'on dit, c'est la vérité. Que ce n'est pas des outils de manipulation, que ce n'est pas des doctrines, que ce ne sont pas des religions. Or, malheureusement, dérapage absolu avec la pandémie, où là, on a même aujourd'hui la preuve que des gens ont dit des choses sans mesure. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je dis attention, faisons la part des choses. Il est évident que la science
est quelque chose de particulier, la science est quelque chose de complexe, sauf que pour affronter une situation qui touche la nation, on ne peut pas aller dans le détail, donc on est obligé de simplifier les choses. Et la simplification, elle se base sur quoi? Sur le bénéfice-risque. Et dans cette idée de bénéfice-risque, autant dire aux gens, faites-vous vacciner, bénéfice. Après, s'il y a des gens qui ont des symptômes, des effets secondaires durables, permanents, voire qui meurent, ben, c'est le risque. Bénéfice, risque. C'est-à-dire qu'on prend le risque, en effet, de voir quelques dizaines de milliers de personnes finalement regretter de s'être fait vacciner parce que finalement ça a déclenché quelque chose qui était sous-jacent, qui était déjà en eux sans le savoir, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire le scénario. Mais malheureusement, quand on a besoin de faire de la communication d'opinion, de la communication publique, ben malheureusement, on utilise les outils de généralisation et de simplification. Par contre, derrière, quand il y a des gens qui commencent à avoir des doutes, etc., c'est là, par contre, que là, ça a été virulent. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué aux gens. On n'a pas expliqué, oui, vous avez raison, mais c'est votre choix. Faites-vous vacciner. Sauf que c'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu la vaccination comme une religion. On a même des gens qui ont aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a les vidéos, on a les preuves, elles circulent aujourd'hui sur Internet, des gens qui ont dit, faites-vous vacciner, vous protégerez les autres. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on le sait que non. Le vaccin ne fait que protégez-vous d'une forme grave. Mais qu'en réalité, après, c'est une question d'immunité. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a 3 jours, j'ai travaillé avec 2 personnes, 3 jeunes, deux jeunes sœurs d'ailleurs. Et hier, j'ai appris que, elles ont le Covid. Donc il y a de fortes chances qu'on ait été contaminés. Mais comme on est immunisé, on n'a pas de symptômes, on est asymptomatique. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qu'on va rencontrer, si ça se trouve peut-être j'ai le virus, et que je vais le refiler à tout le monde. Mais comme tout le monde peut-être est immunisé, c'est comme tous les virus d'une manière générale. C'est que malheureusement, sur les 10 ou 20 personnes que je vais peut-être croiser, sans savoir peut-être que je n'ai pas le Covid, ou que je l'ai, je vais contaminer les autres. Et sur les 10 personnes que je vais rencontrer, il y en a peut-être une qui va tomber malade. Pas gravement, mais... Et pourtant, je suis vacciné. Doublement vacciné. Bon, pour les détracteurs, j'ai été obligé de le faire parce que c'était la condition pour garder mon boulot. Donc, voilà, mais j'assume. Mais, donc quand vous avez des narratifs qui sont sur BFM pour justement jouer cette carte de manipulation, disons-le carrément, c'est de la manipulation. De là à me dire que moi je suis copier-coller de BFM, est-ce que franchement je suis un copier-coller de BFM? Non. Parce que ça fait depuis longtemps que je mets en évidence les choses, alors en effet, avec prudence, avec circonspection, en essayant de prendre de la hauteur, en essayant d'être relativisé, en essayant d'être sage. Et ça, j'admets quand même que vous avez bien mis le là sur le fait que vous pensiez que j'étais sage. Mais je le suis toujours. Sauf que malheureusement, je ne peux pas, comme en règle générale, rester sur des positions et essayer toujours de calmer le jeu, essayer d'être temporisé sur la façon de relater les choses. Parce qu'il y a un moment donné où, à force de temporiser, je joue le jeu là de BFM. Je joue le jeu de ceux qui veulent essayer de cacher la merde sous le tapis. Alors qu'en réalité, non. C'est seulement que les choses évoluent. Et que cette évolution ne va pas forcément dans le bon sens. Et que je suis obligé de reconnaître que ça ne va pas dans le bon sens. Et qu'aujourd'hui, si on voulait temporiser sur le fait que la délinquance aujourd'hui en France, que c'est pas parce que c'est souvent des gens issus d'origine maghrébine ou Afrique noire, est-ce que c'est ma faute? Non, c'est qu'il y a bien un problème. Alors je ne vais pas revenir dessus, parce que j'avais déjà fait une vidéo en expliquant pourquoi. Mais que malheureusement, ce n'est pas une question de... Enfin, c'est pas une question de culture, des origines ou des racines de ces gens-là.
Parce que très sincèrement, je pense que ces gens, ils sont issus de racines ou de cultures qui ont un minimum de respect. La preuve en est, c'est que certains d'entre eux, quand on les renvoie au bled, ils sont pas très contents parce que au bled, ils sont obligés de respecter les anciens, de respecter les règles, de respecter un certain nombre de principes qu'en France, à la limite, ils en ont rien à foutre. Et que si dans leur pays, de leurs origines, ils jouent au con, là, ils vont avoir affaire à des autorités qui sont beaucoup moins conciliantes et beaucoup moins respectueuses des droits de l'homme qu'en France. Ça, c'est une réalité. Après, l'avantage pour les contradicteurs, c'est que oui, statistiquement, on ne peut pas le prouver, puisqu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques. On ne peut pas faire de statistiques sur les origines et les racines des gens. C'est interdit. Même si à la limite, on peut statistiquement élaborer sur le nombre de procès qui ont été faits dans telle ou telle ville. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'il y avait eu une étude qui s'était rendu compte que pour le même type de délit, le tribunal de Nanterre était beaucoup plus soft que le tribunal d'une autre ville, je ne sais plus quelle ville, je ne sais plus si c'était Béziers ou Toulouse, je ne sais plus. C'était une ville du sud, de mémoire. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la fréquence de dossiers de ce type, évidemment, sont beaucoup plus importants à Nanterre que dans cette ville-là. Et comme malheureusement, si pour un dossier dans la ville du Sud, il y a 4 dossiers à Nanterre, si ces 4 dossiers doivent nécessiter la même peine que celui qui est donné dans le sud de la France, il y a un moment donné où il ne va plus y avoir assez de place dans les prisons. Il n'y a déjà même plus de place dans les prisons. Même les infrastructures pour les suivis judiciaires ne fonctionnent plus, dysfonctionnent complètement. Donc ça milite encore plus pour l'impunité. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est une réalité. Sauf que cette réalité aujourd'hui, elle émerge de plus en plus aux yeux de l'opinion, alors que ça puisse déranger des gens, que ça puisse vous déranger, je l'entends bien. Parce que malheureusement, peut-être que vous faites partie de cette communauté, peut-être que vous avez ces origines-là, et que vous avez peut-être en effet peur que la radicalité qui est en train de monter aujourd'hui dans le peuple français, vous en soyez la victime. Mais ça, soyez honnête, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, que malheureusement, ce sont des phénomènes de société qu'on connaît, qu'on a toujours connus, que malheureusement, lorsque vous avez des individus qui commettent des délits, qui donnent une mauvaise réputation, une mauvaise image, malheureusement, vous serez toujours confronté à des fragiles du haut, à des idiots utiles, à des ignorants, à des incapables, à des imbéciles, qui vont amalgamer tout et qui, dès qu'ils vont croiser quelqu'un qui fait... quand vous croisez des personnes avec une morphologie très signifiée, très clairement d'origine, ça réveille des instincts. Je veux dire, moi j'ai de l'expérience. J'ai de nombreuses années d'expérience, en tout et pour tout. J'y ai même laissé des traces physiques. Donc on ne vienne pas me dire que je ne parle pas de quoi je ne sais, que je ne parle pas de ce que je ne connais pas, parce que je connais très bien. Alors, juste connu, parce qu'aujourd'hui je vis aux États-Unis. Aux États-Unis c'est différent. Mais de ce que j'entends, de ce que on me rapporte en France, je suis désolé, je suis forcé de constater que les choses ne s'améliorent pas. Et que j'ai même des collègues qui ont fini par quitter leur métier parce que ça devenait insupportable. Non seulement insupportable par rapport à la relation avec le public qu'ils avaient, mais surtout par la couardise des responsables. Moi, je le rappelle, en 2004, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail. Et en 2004, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit « Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas arrêté, vous n'avez pas fait un arrêt de travail de plus de 3 jours. » Parce que dans ce cas-là, on aurait fait jouer l'assurance.
C'est-à-dire que le mec ne se souciait pas de savoir dans quel état psychologique j'étais. La seule chose qui le préoccupait, c'était d'être couvert par l'assurance si je décidais de porter plainte contre la société pour non-assistance à personne en danger. Et ça, c'était il y a bientôt 20 ans. Alors quand j'entends que ça ne s'améliore pas, je suis désolé, mon discours, il est certainement adapté à une réalité. Alors une réalité que certains d'entre vous connaissent, auquel vous êtes confrontés, et que finalement vous trouvez que mon discours reflète bien la réalité. Et puis il y en a d'autres, ça vous plaira pas parce que finalement soit vous y avez jamais été exposé, soit vous croyez que c'est le fait d'une marginalité, d'une minorité. Mais oui, mais le problème c'est que c'est toujours les minorités, c'est toujours le méfait de la minorité qui génère les haines, les rancœurs, le racisme, l'antisémitisme. Si c'était la majorité, il y aurait déjà longtemps que vous seriez en guerre civile. Donc, jugez-moi comme vous voulez. Personnellement, moi sur cette chaîne, j'en ai rien à faire puisque cette chaîne, je n'en vis pas. Elle est gratuite. Je ne suis pas monétisé. Et puis, à quoi ça sert d'essayer de s'égosser, à essayer de me contredire, de me faire passer pour ce que je ne suis pas, pour une chaîne qui n'a même pas 400 abonnés et dont les vidéos, en moyenne, ne font pas plus de 100 ou 200 vues. Donc je ne suis rien, je suis insignifiant. Donc si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs et laissez-nous. Alors dans le cas des mises au point, il y en a une actuellement qui est en train de se dérouler, c'est celle contre Idriss Aberkan. Alors, si vous ne connaissez pas Idriss Aberkan, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Si vous le connaissez, tant mieux. À savoir que c'est un monsieur qui, depuis la Covid, a fait parler. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, comment dire, c'est un empêcheur de tourner en rond, très clairement. C'est un individu qui a sa dialectique, qui est parfois complexe, qui est parfois difficile pour le non-averti, mais qui s'est fait attaquer depuis un certain nombre d'années maintenant. On l'attaque surtout sur son parcours. Et on l'a attaqué plus particulièrement sur l'un de ses doctorats qu'il a passé à Polytechnique. Mais en réalité, alors là, il se trouve qu'il y a une commission de Polytechnique qui a statué sur une réclamation et la commission a découvert que dans sa thèse de doctorat, il y avait une partie qui était en fait un plagiat. Très rapidement, Idriss Aberkan, comme dans son habitude, a réagi. Mais il a réagi en expliquant que oui, il y a bien une partie qui peut ressembler à un plagiat, sauf que ça n'en est pas un. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette partie mise en cause par cette commission est bien référencée comme étant une reprise d'informations avec une source. Donc c'est pas un plagiat. À partir du moment où vous mettez... Alors, attention, c'est ce que Idriss Aberkan dit. Il a mis le lien du PDF de sa thèse. Alors évidemment, si vous voulez vous farcir toute la thèse pour vérifier s'il est vrai ou pas, à bon entendeur. Mais en réalité, cette commission pinaille sur un détail, mais qui en réalité ne change en rien en la qualité de la thèse. Mais la réalité, et c'est ça qui est assez amusant, parce que ceux qui font remonter l'information dans les médias mainstream en disant « Ouais, regardez, finalement Conspiracy Watch avait raison, finalement Thomas Durand avait raison », non, ils n'avaient pas raison. La réalité, c'est que il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, vous avez un journaliste de l'Express, son nom de famille c'est Garcia, Antoine Garcia, je crois, je ne sais plus, qui a voulu faire un article et a fait une interview de Idriss Aberkan.
Et d'ailleurs, Idriss Aberkan, petit malin, a enregistré, fait une vidéo de cette interview. Et il a dit aux journalistes, il a dit, en revanche, je me réserve le droit de diffuser la vidéo de notre entretien. Et là, on voit bien, et d'ailleurs son entretien est disponible sur sa chaîne. Je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est assez savoureux. Parce que Idriss Aberkan, en réalité, a complètement démoli la crédibilité journalistique de Garcia. Sauf que Garcia, c'est le genre de petit journaliste qui en a gros sur la patate et qui a décidé de se venger. Et pour se venger, il s'est allié avec Thomas Durand pour essayer de foutre en l'air la crédibilité de Idriss Aberkan. Alors, attention, je ne défends pas rubis sur l'ongle d'Idriss Aberkan. Il peut avoir ses défauts, il peut avoir ses omissions, il peut avoir ses erreurs, mais j'ai envie de dire, qui n'en fait pas? Le seul problème, c'est que instrumentaliser ça pour en faire encore une fois de plus une généralité envers l'opinion, c'est bien la démonstration que Idriss Aberkan dérange. Et il dérange d'autant plus que les petits redresseurs de tort, qui ont la fâcheuse tendance toujours d'essayer d'attaquer les gens qui ne leur plaisent pas, en essayant de les attaquer, allez, on va dire, en dessous la ceinture. Sauf qu'Idriss Aberkan, lui, ne se laisse pas faire. Il répond rapidement, et non seulement il répond rapidement, mais en plus de ça, il dépose des plaintes. Alors après, en effet, ce petit jeu des plaintes, aujourd'hui, il faut bien admettre qu'en France, on en est arrivé à un point de cette Amérique des années 80, on se souvient, dans les années 80, aux États-Unis, il y a eu cette frénésie où tout le monde, plein de gens, portaient plainte pour tout et n'importe quoi. Parce que derrière, c'était un business. Et encore aujourd'hui, vous avez un business, des cabinets d'avocats, qui sont prêts à vous faire miroiter que vous pouvez porter plainte contre votre employeur, contre le garagiste, contre le commerce, parce qu'il y a un défaut, parce qu'ils n'ont pas fait ci, parce qu'ils n'ont pas fait ça, parce que le vendeur n'a pas été poli, et blablabla, etc. Eh bien, malheureusement, en France, c'est aussi en train de venir. Donc, mais enfin, bon. Idriss Aberkan donc porte plainte. Elle a porté plainte contre Thomas Durand. Pour justement concurrence déloyale sur le secteur de l'information, sur le secteur du débunkage, sur le secteur de la zététique. Donc, je crois que normalement le procès, enfin le début de l'ouverture du procès a lieu le 7 septembre. Donc, certainement que sur les réseaux sociaux, on va en entendre parler. Mais là, très clairement, cette affaire, Idriss Aberkan a complètement débunké le truc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, c'est le petit Garcia qui a couvert par son article cette commission. Et il titre que voilà, ça y est, le plagiat est bien démontré. Donc, maintenant, il va falloir faire annuler la thèse. Qui dit annuler la thèse, dit annuler le diplôme, annuler le doctorat de Idriss Aberkan. Donc vous voyez un petit peu c'est ça, c'est du journalisme vicieux avec la petite bave qui tombe sur le côté. Sauf que dans le débunkage d'Aberkan, il y a déjà un élément qui est assez amusant, c'est que Garcia prétend dans son article que la commission a statué en mars, je crois, ou tout du moins a pris saisie de la réclamation au mois de mars, alors qu'en réalité, cette commission a été créée au mois de juin. Alors déjà, le journaliste se plante, ou dit une connerie. Tout ça pour dire que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Idriss Aberkan, je vous invite à le découvrir parce que il est assez technique sur certains points, même si des fois il est un petit peu approximatif sur certains autres points. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même sur la guerre en Ukraine. Il avait donné une idée, je crois que c'était sur l'affaire de Prégojine et de la ministre Wagner, où il avait expliqué que c'était certainement une sorte de stratégie à la russe pour essayer de faire valoir, etc. Et il admet qu'en réalité,
c'est peut-être un petit peu plus complexe et que peut-être en effet il s'était un petit peu trompé là-dessus. Donc il sait parfois reconnaître ses erreurs. Mais il n'est pas parfait. Je veux dire, il est comme tout le monde. Des fois, il peut parfois dire des choses sur lesquelles il va falloir prendre un petit peu de pincettes, un peu de mesure, etc. Et attendre le temps pour voir, pour confirmer si oui ou non il a raison. Mais d'une manière générale, il a une structure de réflexion qui est assez intéressante, même si, encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, il ne faut pas prendre ça comme un prêche de vérité, mais ça permet d'adhérer dans l'idée de certaines choses, de certaines explications, de certaines compréhensions. Donc c'est ça qui est intéressant avec Idriss Aberkan, c'est tout simplement ces antagonistes. Ces antagonistes qui essayent de le démolir, qui essayent de défaire sa crédibilité, sauf qu'ils le font d'une façon véhémente et maladroite. Qu'au bout d'un moment, c'est tellement voyant que vous ne pouvez pas passer à côté du fait que de vous dire il y a anguille sous roche, forcément. Alors sans parti pris de l'un ou de l'autre, mais très clairement, quand on voit les vidéos de Thomas Durand qui avait fait une interview chez Berkoff sur Radio Sud, Sud Radio, pardon, et que André Berkoff lui dit mais au niveau de la plainte d'Idriss Aberkan, pilote, il ne savait pas qu'il y avait une plainte, il n'était pas au courant. Alors après, oui, en effet, il a fait une vidéo où il expliquait que oui, alors voilà, c'est les processus administratifs, c'est un peu long, etc. Et en effet, là, j'ai reçu la plainte, machin. Mais voilà, tout en... Hein. Mais de toute façon, regardez les dernières vidéos de La Tronche en biais. Il aborde des sujets... mais on le sent pas tranquille, quoi. On sent bien que lui et son pote, Reichstag... J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, je vous avais un peu expliqué que là, ça partit un petit peu en couille, leur truc. Et tout avait été déclenché justement par l'affaire Fact and Furious. Fact and Furious qui avait été mise en avant justement par Idriss Aberkan. Et ça, ils l'ont pas digéré, ils n'ont pas du tout aimé. Le fait que finalement, on a bien compris ce qu'était Fact and Furious, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était une officine, c'était une devanture finalement, pour certains organismes de presse, pour faire valoir soi-disant des débunkages effectués par des organismes indépendants, alors qu'en réalité ces organismes indépendants en réalité ne faisaient que copier-coller ou restructurer le narratif d'information que ces mêmes réseaux d'information avaient fourni. Donc c'était pas indépendant. Et vous avez d'ailleurs, même en Australie, je crois que c'est Meta qui s'est rendu compte que une des sociétés de débunkage pour l'Australie, en réalité, faisait de la fake news. C'est-à-dire qu'ils transformaient le narratif pour soi-disant débunker certaines informations, mais en réalité en faisant de la fausse information. Waouh! Ah oui, il y a un moment donné où, quand on joue le jeu de tromper les gens pour essayer de les dissuader ou d'essayer de manipuler l'opinion pour dire regardez celui-là, ne l'écoutez pas parce qu'il dit des fake news, il dit des conneries, etc. Nous, on vous dit la vérité. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, la mise en avant du recontexte Twitter, hein, on a vu Rousseau, hein, pauvre Rousseau, elle se plaint parce que tout d'un coup, sur Twitter, il y a des gens qui la débunkent. Ah oui, sur Twitter, maintenant, vous avez des gens qui contribuent à soit affirmer, affiner, rectifier ou redonner du contexte à certains propos de certaines personnes sur Twitter. Ce qui nous pousse, évidemment, à revérifier derrière pour savoir si ce débunkage, si cet affinage de l'information est exact ou non. Et en règle générale, la publication qui est sous le tweet pour dire c'est pas faux, c'est pas vrai, etc., il y a une source qui est toujours fournie pour vérifier l'information. Ce qui est pas mal, finalement. Mais ça, évidemment, ceux qui essaient de vendre de la camelote, qui se positionnaient par leur image, leur réputation, etc., aujourd'hui,
il va falloir qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils disent. Parce que maintenant, il y a des gens qui vont débunker ce qu'ils disent. Ou qui vont affiner, ou qui vont redonner du contexte. Et ça ne plaît pas. Donc, mise au point. Donc finalement, je crois que c'est peut-être le titre que je vais donner à cette vidéo. Parce que la première partie, et puis finalement cette partie-là, c'est de la mise au point. On va suivre un peu les choses parce que ce soit les médias mainstream, que ce soit la doctrine, surtout qu'en ce moment, on est en train d'essayer de vous reglisser le Covid pour l'automne. Donc, on va essayer de vous pousser faire une nouvelle petite picouse. Bon, aussi aux États-Unis, c'est mort, puisque comme je vous l'ai dit, le CDC a publié une étude comme quoi il y avait plus de 90%, je crois, 72-92%, je ne sais plus, des Américains qui étaient immunisés. Ah, ça c'est con, c'est quand tu veux vendre du vaccin, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que les Américains disent, non, attendez, le CDC a dit qu'on était immunisés, donc on n'a pas besoin de se faire vacciner. Par contre, en France, surtout en ce moment avec les responsables que vous avez, je veux dire quand vous voyez Bruno Le Maire, tout va bien. La France, c'est génial. On a de l'excédent budgétaire. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien, mon bonhomme. On va voir la rentrée, mais je suis pas certain qu'il va y avoir des mouvements. Ah si, oui. Ah oui, j'ai oublié. C'est demain, je crois. Il y a une manif à Paris. Il y a une manifestation contre l'injustice organisée par les Traoré. Eh oui. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le deviner. C'était évident. Parce qu'il semblerait qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent réussir à transformer les Traoré pour en faire les BLM français. Bon courage. Voilà pour cette vidéo. D'ici là qu'on se retrouve très prochainement. Que puis-je vous dire d'autre? De bien vous porter, de faire attention. Et même à toi, qui m'a un petit peu critiqué, je te souhaite bonne journée et surtout, prends soin de toi.